Bonjour Monsieur Boucard, bonjour Monsieur le député. Aujourd'hui, pour vous présenter rapidement, vous êtes député LR dans le groupe Droite Républicaine, député de la première circonscription du territoire de Belfort, élu depuis 2017, si je me trompe pas. C'est bien ça, ouais. Confirmé, c'est ça. Et donc, vous êtes présent aujourd'hui. Alors, vous êtes aussi président d'une commission en ce moment, hein, parce que j'ai vu beaucoup de personnes dans le chat me parler de ça. La commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de simplification de la vie économique. C'est d'ailleurs, si je me trompe pas, dans cette commission qu'avait été évoquée la question des ZFE assez récemment. Ouais, tout à fait, c'est bien C'est ça. ça, voilà. On avait reçu Monsieur Meurin il y a quelques semaines, c'est pour ça que je fais le lien. Et donc, vous êtes présent aujourd'hui pour nous parler de la candidature de Laurent Wauquiez, à la présidence des LR. Alors, question simple pour commencer. Pourquoi est-ce que vous faites le choix de soutenir Laurent Wauquiez dans cette élection? D'abord, parce que moi, je connais bien Laurent Wauquiez. Vous savez, au mois de juin dernier, quand il y a eu la dissolution, quand Éric Ciotti a décidé, dans le dos de l'ensemble de la droite, de s'allier avec le Rassemblement national, il n'y a pas beaucoup de nos ténors qui ont accepté de partir au combat. Laurent, il aurait pu rester tranquillement président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il avait été réélu très confortablement en 2020. Et pourtant, il a choisi de partir au combat avec nous. Il a repris le drapeau quand il était au sol. Il a mené le combat à nos côtés. Il a gagné sa circonscription. Il nous a en quelque sorte aidé à gagner la nôtre. Et il est revenu avec nous sur les bancs d'une Assemblée nationale qui est particulière. On l'a élu président du groupe. Il a su nous unifier, ce qui était vraiment pas le cas les années précédentes. Il a su nous aider à faire en sorte qu'il y ait un pacte législatif qui fasse qu'on sache exactement ce qu'on propose aux Français lorsqu'on est présent, en tout cas dans ce gouvernement, au début de Michel Barnier, aujourd'hui de François Bayrou, et il a réussi à nous faire retravailler collectivement. Moi, j'ai pu apprécier sa force de conviction, parce que vraiment, je vous dis, nous réunir et faire en sorte qu'on soit unifiés, c'était pas une chose facile. Quand on connaît l'histoire de notre famille politique, quand on connaît l'histoire de notre groupe parlementaire, où on est plus élu sur nos noms, il faut le reconnaître, que sur notre étiquette, parce que le RN, les Insoumis sont élus parce qu'ils mettent les photos de Madame Le Pen ou de Monsieur Mélenchon. Nous, à chaque fois qu'on fait une élection, on part de 4,7 ou de 6%. Donc évidemment, c'est pas l'étiquette qui nous fait gagner. Donc voilà, Laurent a toutes ces qualités-là. Et moi, je pense qu'il faut quelqu'un d'indépendant. Bruno Retailleau est un très bon ministre de l'Intérieur. Et moi, je veux qu'il puisse le rester à 100%, qu'il puisse le rester à temps plein. Et qu'à côté de ça, on ait un président de parti qui soit président de parti à temps plein. Et c'est ce que propose Laurent Wauquiez. C'est pour ça que je le soutiens. Et du coup, ça rejoint un peu la question qui allait suivre, qui est posée par Calias dans le chat. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue Monsieur Wauquiez de Monsieur Retailleau, hormis peut-être cet aspect de ministre de l'Intérieur et de chef des députés LR, qu'est-ce qui les distingue peut-être programmatiquement ou au niveau du caractère? Qu'est-ce qui fait que l'un serait mieux que l'autre à la tête du parti? Mais c'est essentiel ce que vous dites, ministre de l'Intérieur ou président des LR, parce qu'en fait, c'est l'indépendance de parole. Bruno Retailleau, tout bon ministre de l'Intérieur qui soit, et vraiment, je vous le dis, c'est un très bon ministre de l'Intérieur, il n'a pas cette indépendance totale, puisqu'évidemment, il se doit d'avoir la solidarité gouvernementale vis-à-vis de Bruno Retailleau, vis-à-vis de François Bayrou, pardon. Et si on veut incarner l'alternance en 2027, il faudra, pour avoir cette indépendance, il faudra pouvoir proposer des choses qui sont totalement, parfois, à contre-courant de ce que fait le gouvernement actuel. Donc, c'est quelque chose qui est réellement essentiel. Donc vous considérez que du coup le portefeuille ministériel de Monsieur Retailleau serait une entrave à faire de lui à la fois un bon président des LR, du fait qu'il y aurait une parole qui ne puisse pas être totalement libre, si je comprends bien. C'est pas une entrave, je sais pas, mais oui, ça pose un vrai sujet. Regardez sur l'histoire par exemple, sur Richard Ferrand, quand il a fallu dire qu'on n'était pas d'accord qu'un ancien socialiste devienne président du Conseil constitutionnel, Laurent Wauquiez, parce qu'il n'est pas dans le gouvernement, a pu le dire très fortement. On a pu nous y opposer très fortement en tant que groupe parlementaire. Lorsqu'il faut dire que nous sommes absolument en désaccord et que même nous pourrions retirer notre soutien au gouvernement si le nouveau gouvernement crée de nouveaux impôts ou augmenter les impôts actuels, bah oui, c'est plus compliqué si vous êtes ministre, oui. D'accord. Alors j'ai une question d'un ancien militant. Il y a quelque chose d'important, c'est que le ministre de l'Intérieur, enfin vraiment, on voit la question sécuritaire en France aujourd'hui. Et nous, vraiment, on veut aider Bruno Retailleau à continuer sa mission ministre de l'Intérieur, mais c'est un boulot à temps plein. Et du coup, j'ai une question d'un ancien militant LR qui pose la question. Monsieur Wauquiez a été président des LR de 2017 à 2019 et a démissionné suite aux résultats des européennes où LR passe de 21 à 8,48%. Beaucoup de militants s'inquiètent de ce retour à ce poste. En quoi ferait-il un meilleur président de parti aujourd'hui qu'à l'époque? D'abord, le contexte est très différent. Je vous rappelle qu'en 2018, on sortait
une campagne présidentielle 2017 très compliquée avec les affaires, avec François Fillon. Notre groupe parlementaire, si on va sur ce terrain-là, notre groupe parlementaire était passé de 250 à 100, alors que Laurent Wauquiez n'était pas président de notre famille politique. Et puis moi, j'apprécie que quelqu'un reconnaisse un échec. Vous savez, on a échoué aux européennes de 2018. Laurent Wauquiez était le chef de notre famille politique. Il a acté que nous avions échoué. Il est parti. Je trouve ça courageux de ne pas s'accrocher en politique. D'accord, donc il y a une question de contexte qui diffère selon vous, mais est-ce que en quoi le contexte d'aujourd'hui serait peut-être plus favorable au contexte de l'époque, hein, parce que c'est vrai que bon, il a pris sa responsabilité en 2019 comme vous l'évoquez, mais qu'est-ce qui, selon vous, ferait vraiment une fondamentale différence aujourd'hui, sachant que le groupe parlementaire est plus faible aujourd'hui qu'à l'époque, il y a un eurodéputé de moins qu'en 2019, si je me trompe pas. LR est encore plus affaibli à l'époque. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui, selon vous, ferait qu'il donnerait une impulsion aux Républicains? Alors, le groupe parlementaire est plus faible, mais paradoxalement, n'a jamais été aussi puissant. Parce qu'on était 100 en 2017 à côté de 350 macronistes. Et donc, en réalité, on avait voix au chapitre sur rien, alors que là, on est vraiment le groupe, en tout cas, le groupe, non, c'est même le groupe pivot à l'Assemblée nationale. Puis, on sait, 2018, c'était 6 mois, un an, pardon, après la première élection d'Emmanuel Macron. Il y avait une recomposition totale du paysage politique dans laquelle, faut le reconnaître, les Républicains n'ont pas su à l'époque trouver leur place. Aujourd'hui, on est à la décomposition des macronistes, pour être plus précis. Et on a devant nous une élection présidentielle où le chef de l'État actuel ne pourra pas se représenter et où je souhaite, moi, que ma famille politique, la droite républicaine, puisse être justement représentée pour incarner cette alternance au macronisme, mais aussi à une possible arrivée de l'extrême droite au pouvoir. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent un lien avec les élections aux présidences des partis et les élections présidentielles. Et du coup, il y a plein de personnes dans le chat qui se posent des questions, qui sont pas forcément des militants LR, mais qui pourraient être convaincus par certaines propositions de Laurent Wauquiez sur le plus long terme. Et il y a la question sur la ligne, on va dire, davantage idéologique. Et beaucoup de personnes m'ont parlé récemment du cordon sanitaire demandé contre la France insoumise et pas particulièrement contre le RN récemment. Et certains évoquent même le fait que Laurent Wauquiez a dit récemment, je pense que le Rassemblement national, non, ça c'est Laurent Wauquiez, c'est Bruno Retailleau. Il a dit que la différence était d'un point de vue que économiquement le RN était de gauche, Laurent Wauquiez récemment, et certains posent du coup la question de savoir si selon vous, est-ce que c'est le seul grand désaccord qu'avec le RN, le plan économique? C'est le plus grand désaccord que nous avons avec le Rassemblement national. Vous savez, moi je l'ai vu sur quelque chose de tout bête, quand l'année dernière il s'est agi de voter les 15 heures obligatoires de volontariat pour les bénéficiaires du RSA, en estimant que quand on a des droits, on a aussi des devoirs. Nous, on a été très surpris de voir le Rassemblement national s'y opposer, parce qu'en réalité, sur ces questions-là, oui, ils sont complètement socialistes, ils défendent l'assistanat. C'est un des accords majeurs. Il y en a évidemment bien d'autres, mais quand Laurent Wauquiez propose un cordon sanitaire avec LFI, c'est parce que nous, on voit leur comportement à l'Assemblée nationale et ils multiplient les provocations, ils multiplient les propositions aussi, les déclarations qui vont à l'encontre des valeurs républicaines. Il faut acter aujourd'hui le fait que le parti qui pose problème sur les valeurs républicaines, aujourd'hui, c'est la France insoumise. Et alors là, il y a Hugo Perchoir, qui est notre streamer et un journaliste de l'Assemblée nationale, qui évoque, voilà, aujourd'hui, cette année, c'est les 30 ans de l'élection, c'est les 30 ans d'élection de Chirac. Oui. Que reste-t-il de son discours? Pas de compromission possible avec l'extrême droite. Est-ce que ce cordon anti-LFI, c'est aussi un cordon anti-RN? Ou est-ce qu'il existe toujours ce cordon? D'abord, je salue Hugo Berchoir. J'ai le plaisir de connaître de par son émission. Ce qui reste, vous savez, on n'a pas de procès à avoir là-dessus. On nous fait le procès que nous pourrions rejoindre le RN, etc. Mais sincèrement, si on avait voulu rejoindre le RN, les amis, on l'aurait fait en juin dernier. Enfin, je veux dire, quand Éric Ciotti a fait sa grande alliance avec Marine Le Pen, si on avait voulu aller au RN, on y aurait été. Moi, dans mon cas personnel, je me suis qualifié au deuxième tour pour à peine 300 voix parce que j'ai fait le choix de rester indépendant. Si j'avais rejoint le Rassemblement national en juin dernier, j'aurais gagné au premier tour à plus de 60% vu la sociologie de ma circonscription. Donc si on avait voulu faire ce choix-là, on l'aurait déjà fait. On a fait le choix de conserver une droite républicaine indépendante qui, je l'ai dit, incarne une alternance à Emmanuel Macron. Et quand je lui dis qu'on a fait ce choix-là de rester indépendant, je l'ai fait. On est 46 collègues au groupe parlementaire à l'avoir fait et Laurent Wauquiez, le chef de file, l'a fait lui aussi, évidemment.
Je vous pose aussi cette question parce que c'est vrai que ce matin, il y avait donc Laurent Wauquiez qui était sur CNews et qui Oui. exprimait le fait d'avoir beaucoup d'estime, par exemple pour ça à CNAFO, expliquant, je cite, il s'agit de quelqu'un de talentueux sur l'économie, la sécurité et l'immigration. Je crois au rassemblement de tous les Français qui partagent les valeurs de droite. Certains ont pris ça pour un appel à une forme d'union, de rassemblement des droites avec potentiellement Reconquête ou autre. Euh, Est-ce que c'est ça qui est sous-entendu par ces propos? Ou c'est juste les Non, mais électeurs qui sont appelés? Non, mais je pose la question, je sais, bah, c'est dans la continuité de la précédente, je me doute bien que vous auriez rejoint Ciotti à l'époque, mais comment vous répondez à ceux qui considèrent que bah, c'est un peu la même chose, mais avec Reconquête cette fois? Non, mais d'abord, il y a deux choses. Laurent Wauquiez a quand même le droit de dire qu'il trouve Sarah Knafo talentueuse. Par ailleurs, moi, je suis en total désaccord avec Sarah Knafo sur énormément de sujets pour connaître que dans les médias, elle est talentueuse, ce qui m'empêche pas d'exprimer de forts désaccords avec elle. Et puis sur la question des électeurs, évidemment que si la droite républicaine veut revenir au pouvoir, elle doit pouvoir parler à l'ensemble du socle qui autrefois constituait son électorat, c'est-à-dire de ceux qui sont partis vers Emmanuel Macron dès 2017, qui aujourd'hui imaginent pouvoir voter, ou voter en tout cas Édouard Philippe, y compris ceux qui votent pour Marine Le Pen aujourd'hui. Vous savez, on est passé, vous parliez tout à l'heure de Jacques Chirac, en 95, on avait un candidat à 22%, c'est Jacques Chirac, un 21, c'est Édouard Balladur. La dernière fois, notre candidat a fait 4. Donc, c'est-à-dire qu'on a perdu quelques électeurs en route, donc il faut qu'on soit capable de reparler à l'ensemble du spectre électoral qui est celui de la droite républicaine. D'accord. Et là, c'est vrai que chez les Républicains, la sociologie des Républicains aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un affaiblissement au niveau des jeunes. Voilà, la part de l'électorat LR chez les jeunes ne cesse de s'affaiblir avec le temps. Et je pose du coup la question des jeunes Républicains. J'avais reçu Emmanuel Bresson il y a quelques temps et j'espère prochainement rejoindre les autres potentiels futurs candidats aux jeunes LR. Quelle est la position de Laurent Wauquiez pour les jeunes LR? Est-ce que ça doit être une nomination? Est-ce qu'il doit y avoir une élection pour les jeunes? Quel doit être le statut justement pour ces jeunes républicains qui, voilà, qui aujourd'hui se retrouvent orphelins d'un président? Je rappelle Guillaume Carillon, l'ancien président, qui avait suivi Éric Ciotti à l'UDR en juin dernier. Il y a deux sujets dans ce que vous abordez. D'abord, l'élection interne des jeunes, de la présidence des jeunes républicains, qui effectivement est vacante, en tout cas, enfin, qui est assurée par intérim par Manon Delieu aujourd'hui, et qui devra intervenir après l'élection du président de notre famille politique. J'ai envie de vous dire que laissez-nous arriver au 17 mai à l'élection de notre président, et puis derrière, tout ça va s'enclencher, tout ça va s'enclencher très rapidement. Mais ça rejoint, mais pas totalement, votre deuxième point, qui est celui qu'aujourd'hui, effectivement, dans les élections, et on le voit dans tous les sondages, notre famille politique n'est quasiment pas choisie par les 18-24 ans. En tout cas, même voire même les 18-35 ans. Et même quand on a eu un mouvement jeune un peu plus costaud, qui était bien représenté, ça ne suivait pas mécaniquement dans les sondages, ça ne suit pas mécaniquement dans les élections. Donc notre famille politique, elle doit être capable de reparler à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi, je le vois bien, individuellement, on y arrive. Et les jeunes qui nous connaissent arrivent à voter pour nous, mais globalement, notre famille politique n'est pas choisie, en tout cas très peu choisie spontanément par les jeunes qui aujourd'hui, faut le dire clairement, votent soit pour plutôt l'extrême droite et Madame Le Pen et Monsieur Bardella, soit plutôt pour l'extrême gauche et Monsieur Mélenchon. On a ce sujet-là, je crois que d'autres partis dits de gouvernement, en tout cas un peu plus modérés, ont ce même sujet, mais on a en tout cas tout un discours à reconstruire pour être capable de se réadresser effectivement à la jeunesse française qui aujourd'hui ne s'intéresse pas suffisamment à nous. D'accord. Enfin, on ne les Alors, intéresse pas suffisamment. D'ailleurs, le problème est plutôt inverse. Hein. C'est pas de leur faute à eux. oui, c'est vrai que l'électorat jeune aujourd'hui, l'électorat jeune de droite se tourne davantage vers le Rassemblement national. Voilà, c'est le RN et je crois le premier ou le deuxième parti chez les jeunes, après ou avant la France Insoumise, je me rappelle plus, ça dépend des élections. Voilà, pour les jeunes LR, je me permettais de poser la question parce que voilà, je vous en avais parlé par message et même par téléphone. J'étais membre à l'époque du premier mandat de Guillaume Carillon, j'étais membre de ce bureau national et c'est vrai que c'est une question qui se posait beaucoup, la question de l'indépendance des jeunes LR et de savoir si on aurait avec un candidat ou avec l'autre une élection ou une nomination, parce que c'est vrai que ça joue énormément dans l'indépendance d'un mouvement jeune de savoir si le président est nommé par le président du parti ou s'il y a une élection libre qui doit se tenir. Donc c'est vrai que c'est une question qui se posait et que les potentiels candidats se posent. C'est pour ça que je vous la pose. Du coup, autre question qui va davantage se tourner sur les déclarations récentes. Saint-Pierre et Miquelon, voilà, une déclaration qui a fait énormément réagir dans la classe politique et qui
selon Monsieur Retailleau, a suscité son incompréhension, hein, même pour reprendre ses mots. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie sur Laurent Wauquiez, de Laurent Wauquiez sur les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon? La faisabilité, est-ce que c'est juste une phrase une phrase choc pour faire réagir, ou est-ce qu'il y a une vraie proposition derrière? Ce qui est choc, c'est pas la proportion de l'envoqué. Ce qui est choc, c'est qu'on n'exécute pas plus de 14% des OQTF actuellement sur le territoire national et que globalement, le début d'année 2025 est la pire année en termes d'éloignement de ceux qui sont visés par une obligation de quitter le territoire français. L'envoqué propose quoi? Il propose que les plus dangereux les étrangers les plus dangereux et qui sont visés par une OQTF soient effectivement enfermés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est pas choisi au hasard, c'est parce que c'est le territoire français qui ne fait pas partie de l'espace Schengen. C'est-à-dire qu'on n'a pas un droit au retour. C'est-à-dire que les étrangers qui sont éloignés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en réalité, n'auront plus qu'un seul choix derrière, c'est d'accepter de retourner dans leur pays d'origine. Ce qui devrait choquer tout le monde, c'est qu'on n'arrive pas à faire respecter le droit français, y compris, surtout, quand c'est des personnes dangereuses. D'ailleurs, on l'a bien vu, cette proposition, elle a fait polémique dans la presse. Le petit marigot politique s'en est moqué. Et puis, quand il y a eu des sondages, bah, les Français ont dit qu'ils étaient favorables à cette mesure. Parce que la réalité, ce qui est insupportable, c'est qu'on ait des personnes étrangères dangereuses dans nos rues. Et est-ce que vous comprenez quand même que ça ait pu heurter les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou même leurs représentants avec le député qui considèrent que c'est un peu comme les considérer comme bah, qui disait d'ailleurs le député qu'ils sont pas là pour récupérer des déchets entre guillemets. Il avait parlé de déchets pour en parler, pour être un peu vulgaire, parce que voilà, ils se sont sentis attaqués. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que c'est pas un manque de considération pour eux, parce que eux, pour certains, le prennent comme tel? Trois réponses. D'abord, on parle pas d'être humain en parlant de déchets. Enfin, ça, c'est même lorsque ce sont des étrangers dangereux visés par une OQTF, ce ne sont pas des déchets. La deuxième chose, c'est que je comprends leur émotion, évidemment. Et la troisième chose, c'est qu'on ne dit pas la même chose de Mayotte, de la Martinique, de la Réunion qui ont des CRA. On ne dit pas la même chose de toutes les villes françaises qui ont des CRA. On n'a pas dit ça de Condé-sur-Sarthe lorsque M. Darmanin a annoncé qu'il y aurait une prison spéciale pour les narcotrafiquants les plus dangereux. Là-bas, personne ne s'est ému en disant que Condé-sur-Sarthe serait le déchet de la République. Donc il faut parfois un peu, faut souffler un peu, faut se calmer, puis il faut faire attention à ce qu'on dit. D'accord. Et en termes bon, pareil, pour continuer sur la politique, on va dire nationale, ou même pour 2027, pas de primaire à droite pour Laurent Wauquiez? Ah, évidemment, enfin, on a fait la primaire en 2007, on a fait la primaire en 2022. On peut pas dire que ça a été un succès retentissant. En 2017, il y a les affaires François Fillon, etc., etc. Il y a tout un sujet sur comment la justice a été quelque peu instrumentalisée pour empêcher le favori de l'élection d'être président. D'accord, mais c'est parce qu'on avait la primaire que derrière, on n'a pas pu changer de candidat. Et en 2022, il semblerait que malgré toutes les qualités de Valérie Pécresse, la primaire ne nous ait pas permis de faire 5%. Donc à un moment, vous savez, on est une famille, on est à droite républicaine. Je pense qu'on va pouvoir choisir notre candidat autrement. C'est les non-militants qui vont le désigner via un conseil national, comme ça a toujours été fait du temps de Jacques Chirac, du temps de Nicolas Sarkozy. Ce sera beaucoup plus sain pour tout le monde. Vous savez, et alors ce qui me surprend beaucoup, moi, c'est que ceux qui revendiquent la primaire sont ceux qui vous expliquent que notre campagne interne pour l'élection à la présidence des Républicains, elle pose une question de guerre des chefs. Bah, vous allez avoir la primaire demain, vous n'aurez pas deux candidats, vous en aurez 8 avec parfois des gens qui ne sont pas vraiment dans notre famille politique, parce qu'on peut faire tous les griefs qu'on veut à Laurent Wauquiez ou à Bruno Retailleau. Ils sont vraiment membres de notre famille politique. Ils étaient présidents les deux d'un groupe parlementaire il y a encore quelques mois. À minima, ils sont les deux de notre famille politique. La primaire, ça va encore être un grand déchirement. Et à la fin, on sait que ça aura un résultat qui est négatif. Oui, parce que On vit dans le fantasme de la primaire socialiste qui a permis à François Hollande d'abord d'être désigné candidat socialiste, puis ensuite d'être élu président de la République. C'est le seul candidat issu d'une primaire qui a été élu derrière. Oui, il y a eu Hamon derrière qui a fait un score catastrophique à l'élection d'après. On est d'accord. Voilà. Mais oui, c'est vrai que pour rappeler, là, vous parlez des cartes. C'est vrai que pour le coup, si je me rappelle bien, Madame Pécresse avait repris sa carte alors qu'elle était avec Libre. Elle avait plus sa carte, je crois, juste avant. Elle l'a repris. Et Monsieur Bertrand est revenu a repris sa carte également pour être candidat. C'est-à-dire qu'avant l'annonce de la primaire, n'était adhérent à LR que Monsieur Barnier, Monsieur Ciotti et Monsieur Juvin. C'est bien ça. C'est ça. Voilà. Donc c'est vrai que ça avait fait un véritable sujet à l'époque. Mais est-ce que le cas, et là du coup ça continue sur le sujet de cette non primaire. Est-ce que Monsieur Retailleau
pourrait, malgré le fait, imaginons que Monsieur Wauquiez remporte le parti, est-ce que si Monsieur Retailleau est le mieux placé dans les intentions de vote, est-ce que voilà, s'il y a une dynamique Retailleau qui se fait, est-ce que Monsieur Wauquiez pourrait laisser Bruno Retailleau partir pour être candidat, ou est-ce que là on partirait en guerre sanglante? Parce que là pour le coup, beaucoup de militants craignent davantage que il y ait une guerre des chefs pour la désignation du candidat derrière plutôt que pour la désignation de la présidence du parti. Le sujet est plus sur le sujet de la présidence au final de 2027. Est-ce que la vraie guerre des chefs pourrait pas avoir lieu à ce moment-là? Mais Laurent a été très clair. L'élection à la présidence des Républicains n'est pas liée à la désignation de notre candidat à l'élection présidentielle pour 2027. D'abord, on choisit notre chef de parti et ensuite, on verra pour choisir notre candidat à l'élection présidentielle. Et il est évident qu'il faudra regarder qui est le mieux placé, qui a la meilleure dynamique. Et moi, ce que je souhaite, c'est que à la fois Laurent, Bruno Retailleau, mais de l'ensemble des autres prétendants, et j'entends qu'il y ait d'autres ambitions, et d'ailleurs, on a d'autres personnes de grand talent dans notre politique, soient capables demain de se réunir. Parce que ce qui est certain, c'est que si on n'est pas capable d'aller unis à l'élection présidentielle avec un seul candidat et toute la famille politique rassemblée derrière, alors on sera perdu, alors on aura perdu d'avance. Et mais pour ça, il faut qu'on ait un chef de famille politique, il faut que notre parti soit refondé du sol au plafond, il faut qu'on ait des fondations qui soient extrêmement fortes. Et pour ça, je le dis, on a besoin d'un président à temps plein. Et c'est pour ça que je soutiens Laurent Wauquiez. D'accord. Et alors, j'ai une question aussi sur des députés qui sont aujourd'hui chez non-inscrits. Est-ce que l'élection de Laurent Wauquiez, s'il vient à devenir président du parti, il y aurait vocation à essayer de faire revenir à la maison des députés comme Monsieur Schellenberger et Monsieur Pradier? Mais ils peuvent revenir à la maison demain matin, hein. Aurélien et Raphaël, c'est des amis. Enfin, vous savez, j'ai fait la campagne d'Aurélien Pradier la dernière fois. C'était mon voisin dans l'hémicycle, c'était mon voisin de bureau, Raphaël, et mon voisin de circonscription. Donc, ouais, ce sont vraiment, et Aurélien et Raphaël, des amis. Ils ont fait le choix de siéger au non-inscrit, hein. Je le rappelle, c'est pas personne ne les a écartés, c'est eux qui ont Bien fait sûr. le choix d'eux-mêmes de se mettre en retrait, on va dire, notre groupe parlementaire après la dissolution de juillet dernier. Moi, je souhaite qu'ils reviennent, évidemment, je souhaite qu'ils reviennent le plus rapidement possible, mais s'ils le souhaitent, ils en ont envie. Aujourd'hui, ils ont fait un autre choix, ils sont sur un autre chemin que celui qu'on a emprunté avec les 47 collègues qui siègent au sein du groupe de la droite républicaine, mais on a vocation, évidemment, à se réunir, d'autant plus qu'Aurélien est quelqu'un de grand talent, qui porte des idées parfois disruptives, mais qui les porte bien. Puis moi, je l'aurais dit, à titre personnel, c'est des amis, donc évidemment, j'espère qu'on sera à nouveau réunis prochainement. Je me permettais de te poser la question parce que Monsieur Pradier, quand j'étais militant, j'avais été un de ses colistiers au régional, donc c'est pour ça que je me permettais de parler de Monsieur Pradier dans le cadre de la question. Vous aviez du courage pour l'Occitanie à l'époque, alors. Oui, oui, beaucoup, parce que c'est pas un territoire qui est favorable, on va dire, à la droite, l'Occitanie. Enfin, le Languedoc est une terre frontiste, mais les Midi-Pyrénées sont une terre quand même très de gauche historiquement. Donc voilà. Et alors, on va arriver peut-être. J'ai une question qui m'a été posée par un de vos administrés. Voilà. Avec le développement de la zone commerciale entre Belfort et Danjoutin, la rue piétonne a un côté rue fantôme. En tant que président du groupe d'études ville et banlieue, est-ce que ce groupe se penche sur ce genre d'évolution? Si oui, dans quel axe? Ah, je ne sais pas qui est président du groupe d'études ville et banlieue, mais en tout cas, c'est pas moi. Vous êtes vice-président, vous, je crois, non? Oui, je suis pas, Oui, je suis pas voilà, vous n'êtes pas président. président. Le groupe s'est pas encore réuni, pour être honnête. D'accord. Bon, d'abord, le développement de la zone commerciale dans Delnan, il a 30 ans. Ça date pas d'aujourd'hui. Après, on a un sujet, effectivement, mais c'est l'ensemble l'ensemble des centres-villes qui ont ce sujet de présence commerciale. Et Belfort résiste plutôt mieux quand on regarde la vacance commerciale à Belfort. C'est plutôt, enfin, elle est meilleure que dans les villes de la même strate. Après, on a un sujet avec effectivement des loyers qui sont parfois trop chers à la rue piétonne, avec des enseignes nationales du coup qui prennent l'ensemble des spots et le développement, on va dire, d'un certain type de commerce, avec beaucoup de téléphonie, si on parle de la rue piétonne, beaucoup de choses comme ça, et la perte effectivement de commerçants plus locaux. Mais la ville de Belfort a pris
le travail à bras le corps avec ce qu'on appelle une SEM, une société d'économie mixte, qui peut racheter des locaux, les rénover pour ensuite les relouer à des commerçants. C'est ce qui se fait notamment, si Monsieur de Belfort, sur l'avenue Jean Jaurès, pour éviter la prolifération de 19 barbeurs, 253 tacos. Donc voilà, la ville de Belfort, les élus belfortins se mobiliser sur ces questions-là. Mais je leur dis, c'est une question qui est en réalité nationale et c'est compliqué. Et ben, alors moi, je rebondis là-dessus parce que là, vous parlez de 19 barbeurs, etc. Moi, ça me fait penser à une autre problématique. C'est les fameux commerces vides qui servent au blanchiment. Voilà, souvent Ouais. des questions de narcotrafic, etc. Du coup, dans le cadre de votre groupe d'études, est-ce que c'est des sujets qui se posent, que vous aurez à traiter? Voilà, ces nombreux commerces qui sont vides, qui n'ont pas d'activité et qui occupent du coup une partie des centres-villes. Oui, oui, non, c'est une problématique majeure évidemment. Et ça, pour le coup, c'est des débats qu'on a eu un peu sur la proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic. Parce que vous avez raison, d'abord s'occupe des locaux vides, mais ça, c'est pas le plus grave. C'est qu'on sait que ça sert effectivement. Que ça sert effectivement au blanchiment d'un argent sale issu du trafic de stupéfiants. Il y a ces moyens-là, il y en a malheureusement beaucoup d'autres, avec aussi des commerces qui sont ouverts, des commerces physiques et qui servent au narcotrafic. Et tout le monde le sait, ces commerces, on n'a jamais vu un client depuis 10 ans. Donc voilà, il faut là-dessus renforcer l'arsenal législatif. Il faut aussi permettre, je pense, aux maires d'avoir un meilleur droit de regard sur les commerces qui sont ouverts, parce que ça rejoint la question de votre streamer, on dit streamer, ouais, Oui, de de Hugo. votre Ah voilà non, viewer, vous voulez dire, pardon. voilà, pardon, de votre viewer précédent sur comment on lutte contre la désertification commerciale. Mais il faut aussi permettre aux communes, aux maires d'avoir un meilleur droit de regard, parce qu'on sait que si vous avez dans la même rue, je prends un exemple tout à l'heure des tacos, mais si vous avez 8 tacos consécutifs dans la même rue, évidemment, que le 9e commerce, vous avez du mal à faire un commerce qui soit différent. Donc voilà, il y a toute une somme de choses à faire là-dessus. D'accord. En fait, là, le sujet, vous avez parlé de 19 barbeurs, 8 tacos. En fait, le sujet que vous évoquez, c'est la multiplication du même type de commerce, c'est Ouais, ça? tout à fait, ouais, bien sûr. Ah, Bien vous sûr. appelez à une forme de diversification. C'est Il faut pas, ah, évidemment, non, non, mais il faut une diversification. Euh, Enfin, une fois que vous êtes coupé les cheveux une fois, Robert Ratto, vous n'avez pas besoin d'aller chez le barbeur d'à côté, en réalité. Donc, oui. si on veut que les gens reviennent en centre-ville, si on veut que les gens, enfin, que les commerces retrouvent une vraie attractivité, ben oui, il faut une diversification. Sans quoi, ça pousse les personnes vers effectivement les zones commerciales qui sont en périphérie, d'abord qui ont des parkings, c'est quand même un avantage, et puis qui malheureusement ont de plus en plus malheureusement, qui ont de plus en plus tous les services. Donc il faut que dans nos centres-villes, dans nos rues piétonnes, on ait aussi une diversification commerciale. D'accord. Alors là, je vais répondre à une critique qui a été faite dans le chat. Quand tout à l'heure vous avez parlé de 19 barbeurs ou de 8 ou 9 tacos, quelqu'un qui dit que en faisant ça, vous faites une forme de mépris parce que vous parlez de barbeurs et de tacos qui auraient une forme de mépris vis-à-vis de ces commerces et qui du coup derrière me reproche d'avoir parlé derrière du blanchiment. Juste on précise pour le chat, sur le sujet, c'est surtout qu'il y a quand il y a une multiplication du même commerce, il y a souvent soupçon qu'il y ait davantage une forme de blanchiment parce que ces commerces ne sont pas rentables et une multiplication de la même activité au même endroit, forcément il y a un soupçon que derrière il puisse y avoir une forme de blanchiment parce qu'il y a personne qui va y aller justement parce qu'il y a déjà 18 commerces du même type. Donc voilà, juste je précisais par rapport à la critique. Euh, il y a une question qui a été posée aussi dans le cadre de votre groupe d'études sur les leçons qu'on doit tirer des émeutes. Est-ce que il y a des leçons qui vont être tirées des émeutes de 2023 au travers de votre groupe d'études et des travaux qui vont être menés sur le sujet? La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui dans les quartiers politiques de la ville, ce qu'on appelle les QPV, beaucoup d'argent public qui est mis en place, mais semble-t-il, pas de la bonne façon, puisque vous avez aujourd'hui dans ces quartiers politiques de la ville un taux de chômage, notamment un taux de chômage des jeunes qui est beaucoup plus élevé, une insécurité
qui est beaucoup plus forte. Donc on est un État qui investit beaucoup pour des résultats qui aujourd'hui ne sont pas satisfaisants. Donc il me semble qu'il nous reste à redéfinir la façon dont l'État intervient efficacement dans ces quartiers politiques de la ville pour faire en sorte que les jeunes aient accès au même niveau d'études que sur le reste du territoire national, pour faire en sorte que le taux de chômage de l'ensemble de la population, mais particulièrement, je le dis, des jeunes de 18 à 25 ans, qui est très conséquent dans ces quartiers-là, soit ramené au même niveau que le reste de la population. Et puis, il faut aussi voir comment on assure vraiment la sécurité et l'état de droit dans l'ensemble de ces quartiers, parce qu'il faut avoir le courage de dire qu'on a certains quartiers qui sont des zones de non-droit de la République. Ça a été frappant pendant les émeutes du mois de juin 2023, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est ça, du mois de juin 2023, mais qui en réalité est d'autant plus alarmant que dans une partie de ces quartiers, ce ne sont pas malheureusement les forces de l'ordre qui ont ramené l'ordre à la fin des émeutes, mais souvent les dealers, les trafiquants qui ont ramené l'ordre pour que leur trafic puisse reprendre. Et alors, bah, là justement, vous parlez, on va dire, de ce qui s'était passé. Enfin, du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Il y a une critique qui est beaucoup faite au bilan de la droite de 2007 à 2012. Ça a été enfin non, même d'avant, ça a été la suppression de la police de proximité. Est-ce que le retour de cette forme de police de proximité, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé par Laurent Wauquiez ou quelque chose qu'il aurait évoqué comme comme pouvant apporter une réponse à cette problématique? C'est les émeutes précédentes, c'était 2005, si je dis pas de bêtises. Oui. La mort tragique de deux jeunes dans un transformateur électrique, Ziad Bouna, si je dis pas de bêtises. Et à l'époque, il y avait la police de proximité. La réalité, c'est comment on fait en sorte d'abord que ce ne soit plus des zones de non-droit, parce que 99% des habitants des quartiers petits de la ville, évidemment, sont des honnêtes gens et ont le droit à la sécurité, parce que vous savez, ceux qui vous expliquent qu'il n'y a pas de problème de sécurité dans les quartiers, ils oublient de défendre d'abord les honnêtes gens qui sont dans ces quartiers-là, qui bossent et qui n'ont pas envie de voir leur bagnole incendiée, qui n'ont pas envie de voir des trafiquants au pied de leur immeuble tous les matins quand ils partent au boulot, ou plus précisément le soir quand ils reviennent du boulot. Donc d'abord assurer la sécurité dans ces quartiers-là, faire en sorte que ce soit pleinement du territoire de la publique, c'est d'abord travailler pour les gens de ces quartiers, hein, qui sont les premiers évidemment à être concernés par l'insécurité. Celui qui habite à 200 km, il n'est pas embêté, lui. Donc là-dessus, on a un vrai sujet. Et la réalité, c'est qu'il faut je le dis, la police de proximité ne luttait pas contre le trafic, ne luttait pas contre le trafic de stupéfiants. Dans ces quartiers-là, aujourd'hui, vous n'avez pas un problème de voitures mal garées. Vous avez un problème de trafic, vous avez un problème de trafiquants qui sont parfois lourdement armés, et c'est pas la police de proximité qui pourrait lutter contre ça. Et puis moi, si je retiens du bilan de la droite, notamment de 2007 à 2012, je retiens le bilan de Jean-Louis Borloo, la fondation de l'ANRU. Alors c'était le mandat précédent, d'ailleurs c'était le mandat de Jacques Chirac, la fondation de l'ANRU qui a permis de remettre à niveau l'habitat de beaucoup d'habitants des quartiers politiques de la ville. Et la droite a fait à l'époque beaucoup plus que ce que la gauche n'avait jamais fait. Alors pour préciser par rapport à la police de proximité, le sujet c'était plus orienté sur le lien qu'il y avait entre les forces de l'ordre, de la police de proximité et les habitants de ces zones, parce que aujourd'hui beaucoup considèrent que ce lien est rompu, qu'il n'y a plus vraiment de lien entre les habitants de ces quartiers et les forces de l'ordre, et que c'était la police de proximité jouait ce rôle à l'époque. Et c'est sur ça, qu'est-ce qui pourrait être fait dans le cadre de la politique de la ville et banlieue notamment, enfin, dans le cadre de votre groupe d'études, comment on peut recréer un lien avec les habitants de ces quartiers qui aujourd'hui se sentent soit délaissés, soit qui ont une certaine appréhension vis-à-vis des forces de l'ordre? Mais je le dis comme je le pense, le rôle de la police, le rôle de la gendarmerie, avec aujourd'hui le niveau d'insécurité dans lequel est notre pays, n'est pas de créer un lien, il est d'assurer la sécurité des populations. Et puis c'est compliqué aujourd'hui pour la police de créer un lien quand elle va dans certains quartiers où elle se fait caillasser, où elle se fait jeter des mortiers dessus. Enfin, je veux bien qu'on soit idyllique et qu'on estime que la police doit faire des tournois de pétanque avec les trafiquants. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'assurer la sécurité des honnêtes gens. Donc d'abord, renforçons l'arsenal législatif, faisons en sorte que ceux qui aujourd'hui font ces trafics, ceux qui mènent la zizanie
ces quartiers politiques de la ville, mais partout ailleurs sur le territoire national, parce que malheureusement aujourd'hui aucune commune n'est épargnée ni par l'insécurité, ni par le trafic de stupéfiants, soit mis hors d'état de nuire et soit emprisonné. Et ça sera le meilleur lien possible avec la population. D'accord. Et alors, bon, on va arriver doucement mais sûrement vers la fin de notre échange. Bon, il y a une question qui fait que revenir, que plein de personnes posent. Vous vous doutez sur quoi ça tourne autour de Monsieur Wauquiez, de quand il était à la région. Je vais vous la poser parce qu'on fait que la répéter. Comment est-ce qu'on pourrait comment les gens pourraient faire confiance à Laurent Wauquiez quand on l'accuse d'avoir fait les dîners, les fameux dîners? Bon, c'est une question qui est beaucoup répétée. Vous savez, Twitch est une plateforme qui est un peu plus à gauche que la moyenne, donc forcément ce genre de question est assez courante. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces questions où voilà, on dit comment on peut faire confiance à quelqu'un qui fait des dîners à 1000 euros par tête avec l'argent de la région? Je vous rassure, je suis pas sûr que Twitch soit plus à gauche que certains autres médias, y compris certains du service public. D'abord, vous savez, Laurent Wauquiez a répondu à cette question-là, donc moi je vais pas répondre à sa place. Moi, ce que je dis à vos auditeurs, c'est que, enfin, vos viewers, pardon, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la région la mieux gérée de France. C'est celle qui a le plus réduit son budget de fonctionnement pour développer l'investissement. C'est une région, je dis, oui, qui est la mieux gérée de France et c'est reconnu par tous les cabinets. Donc, il y a eu sans doute une erreur sur cette question des dîners, des sommets. Laurent Wauquiez l'a concédé. Moi, j'invite vos auditeurs à retenir que malgré ça, ça reste et de très loin la région la mieux gérée de France. D'accord, je vous remercie. Eh ben, je vais vous laisser conclure sur pourquoi il faut, s'il y a des militants LR qui écoutent, pourquoi ils doivent voter Laurent Wauquiez le week-end prochain, si je me trompe pas. Ouais, les 17 et 18, ouais. Voilà. Pourquoi voter Wauquiez et pas Retailleau? C'est pas ne pas voter Retailleau, c'est voter Laurent Wauquiez avec conviction, parce qu'il a fait preuve de son indépendance, parce qu'il a fait preuve de sa force de caractère, parce qu'il a tout au long de la campagne, d'abord il aura rationné l'ensemble des fédérations. Il aura vraiment fait je crois qu'il aura fait toutes les fédérations d'ici au 17 mai prochain, qu'il a pris le temps d'échanger avec chacune et chacun de nos militants qui se sont déplacés pour le voir. Et moi, ça, j'ai pu l'apprécier quand il est venu à Belfort il y a 3 semaines ou un mois de ça, qu'il a fait des vraies propositions, qui saura incarner une voix indépendante pour la droite républicaine avec sa force de conviction, son courage pour reconstruire notre famille politique. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que l'image est forte. Du sol au plafond, vous savez, il y a des gens il y en a qui pensent que parce qu'on a gagné quelques élections partielles, parce qu'on a effectivement quelques ministres au gouvernement, que les sondages sont un peu moins mauvais que ce qu'on connaît depuis une dizaine d'années, on est reparti à la normale et on est aujourd'hui complètement guéri. La réalité, c'est que pas du tout, et malheureusement, quel que soit le candidat qui est aujourd'hui sondé pour l'élection présidentielle, aucun de nos candidats possibles ne dépasse les 10%, aucun de nos candidats possibles n'est aujourd'hui en mesure d'espérer se qualifier pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Moi, ma volonté, c'est que notre famille politique, elle soit au deuxième tour de l'élection présidentielle, qu'elle incarne une vraie alternance à Emmanuel Macron et à l'extrême droite de Marine Le Pen, qui est aujourd'hui favorite de l'élection. Et pour ça, il va falloir tout refaire très rapidement, refonder notre corpus idéologique. Évidemment, on a besoin d'un président à temps plein, qui a beaucoup de talent. Il se trouve que c'est le cas de Laurent Wauquiez. Et s'il y a des adhérents, militants, les Républicains, qui effectivement regardent ce live en ce moment, je les invite à voter pour Laurent. Eh bien, merci Monsieur Boucard. Je vous remercie de votre présence, de votre disponibilité. J'en profite aussi pour vous souhaiter un joyeux anniversaire en retard. Il me semble que c'était il y a 2 jours ou hier. J'ai vu passer sur Facebook. Voilà. C'était lundi, vous êtes bien renseigné. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation. Merci à vous aussi. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.